Alors, bonjour à tous et toutes, ce 12e épisode de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Brain en fin de session directement enregistré de CEFAC le 1er décembre 2021. On est très content, encore une fois, d'être avec vous. On vous rappelle, la mission de La Tête à Papineau, c'est justement de faire une nouvelle visée, une nouvelle vue sur les gens inspirants dans le milieu de la recherche et aussi de s'approfondir un peu de notre environnement avec des nouvelles connaissances scientifiques, des actualités, des chroniques. Donc, encore une fois, merci d'être avec nous depuis le début, déjà 12 épisodes. On fait un petit retour rapidement sur nos derniers événements depuis notre dernier épisode. On a eu pas mal d'événements, en fait 4. On a eu l'événement, notre 5 à 7 Business à Sherbrooke, où il y a eu 40 personnes le 10 novembre. Le 13 novembre, on a été collaborateur pour la journée de vulgarisation scientifique de Sherbrooke au Musée de la nature des sciences de Sherbrooke. Cette fois-ci, il y avait à peu près 60-70 personnes, donc un congrès multidisciplinaire vulgarisé, scientifique et accessible à tous et toutes. Le 17 novembre, on a eu un 5 à 7 à Montréal intitulé La Fibre, qui est organisé en exclusivité avec les auteurs et autrices de cette revue de vulgarisation scientifique de nos collaborateurs de Montréal, Science 1. Et finalement, on a une formation avec l'appui et la présence d'Émilie Dubois d'Impact Scientifique, intitulée « Le processus de visualisation d'informations scientifiques ». Encore une fois, un deuxième épisode dans notre série de 5 formations gratuites cette année qu'on débute. Et aujourd'hui, à l'émission, on a moi-même, Alex Thibault, directeur et président de Bistro Brain. On a aujourd'hui à la chronique Gilles Duchamp qui va recevoir... qui va nous parler en fait de matière illicite. Moi, je vais recevoir un petit champignon magique aujourd'hui. Exactement. Bonjour Julie, merci d'être là. Allô, allô. En entrevue, on va avoir Charlie Batting et avec notre invitée Carla Marie Jurkovic. Est-ce que je prononce bien ça? C'est excellent, Jurkovic, oui. Bon, parfait. Allô tout le monde. Qui est coordonnatrice à Parlons Sciences Sherbrooke. J'espère que vous allez bien ce soir. Débute ça sans plus tarder avec la chronique de Julie. On te laisse la parole. Super, mais j'espère que vous êtes bien attachés. Moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de champignons magiques, c'est ça que j'ai dit. Donc, comme vous le savez, je pense pour pas mal, en 2020, le Québec, il a autorisé la commercialisation du cannabis, mais c'est pas les seules substances illégales, qui étaient illégales en tout cas, qui sont un peu mises en... on va dire en stand-by là, pour savoir est-ce qu'on peut les vendre, est-ce qu'on peut les consommer, qu'est-ce qui est safe pour la santé, etc. Ça, c'est des choses qui restent encore beaucoup à investiguer, notamment dans le cas d'une molécule bien particulière qu'on va retrouver dans certains champignons, qui va s'appeler la psilocybine. La psilocybine, c'est un composé hallucinogène, vous en avez peut-être déjà entendu parler, souvent on associe ça aux champignons magiques. Et la psilocybine, elle est présente dans vraiment beaucoup d'espèces de champignons, en fait beaucoup plus que ce que moi je pensais au début, là, parce qu'il y a quand même plus de 50 espèces de champignons dans le monde qui sécrètent de la psilocybine. Et le champignon le plus ramassé, juste un petit nom latin comme ça, c'est le Psilocybé semilanceate, qui est donc le champignon qui est le plus ramassé pour sa quantité de psilocybine. On retrouve à l'intérieur de ces champignons la psilocybine, mais également une autre une autre molécule en fait qu'on va appeler la psilocine. Et la psilocybine, c'est un précurseur, donc c'est une molécule un peu plus complexe que la psilocine, tout court. Et c'est la psilocine qui va faire les effets hallucinogènes. Et en fait, c'est celle-là qu'on va utiliser dans les préparations hallucinogènes en général, puisqu'elle est quand même plus stable que la psilocybine, donc elle se garde plus longtemps. Mais la psilocybine, je vous ai dit que c'était un composé hallucinogène, on appelle ça aussi un composé psychédélique, et en fait il faut savoir que son utilisation, ça remonte à il y a vraiment très très longtemps, puisqu'on retrouve vraiment des traces de son utilisation dans de nombreux rites religieux et aussi spirituels dans différents types de sociétés. C'est un mot qui vient du grec à la base, et donc c'est retrouvé dans beaucoup de champignons. Ça interagit aussi avec les récepteurs à la sérotonine, donc on peut penser que ça pourrait être utilisé à des fins médicales puisque ça interagit avec le même genre de récepteurs que beaucoup d'antidépresseurs. Et justement, à propos de ses propriétés anxiolytiques et antidépresseurs, la psilocybine, récemment, elle a été autorisée pour une étude clinique à McGill et dans d'autres centres d'études au Canada. C'est une étude que j'ai trouvée vraiment intéressante. Elle est menée par Therapsil, qui est une compagnie... En fait, c'est un OBNL qui est basé en Colombie-Britannique, si je dis pas de bêtises, et qui aide certaines personnes avec des symptômes et des maladies bien particulières à obtenir de la psilocybine pour justement ses propriétés anxiolytiques et antidépresseurs.
Ces personnes qui peuvent avoir accès à la psilocybine, il y en a vraiment très très peu, puisque Therapsil, depuis 2020, donc depuis presque 2 ans maintenant, ils ont aidé seulement 56 personnes au Canada à obtenir de la psilocybine. Et en fait, ces personnes, elles ont obtenu de la psilocybine uniquement dans le cadre d'essais cliniques ou parce que ces personnes étaient justement dans une fin de vie due à un diagnostic, par exemple, de cancer ou en tout cas de maladies qui vont menacer leur vie. Et d'ailleurs, il y a la première personne qui a pu consommer légalement de la psilocybine en 2020 au Canada. C'était une personne en phase terminale d'un cancer. Et je vais vous lire son témoignage parce que j'ai trouvé ça... en tout cas, moi, ça m'a vraiment parlé. La personne, elle a dit après sa thérapie à la psilocybine, « Ça fait si longtemps que je vis avec de l'anxiété que j'avais presque oublié ce que c'était de ne pas en avoir. L'expérimenter, cette absence d'anxiété pendant la dernière semaine, je trouve aucun mot pour décrire cette expérience-là. C'est vraiment super. Je sais pas combien de temps les effets vont durer, mais tant que ça dure, je le prends. C'est vraiment incroyable et très agréable. » Donc on comprend bien que la psilocybine peut éventuellement avoir des propriétés thérapeutiques importantes. Et c'est le but de cette étude donc, qui va être réalisée à l'université McGill. Elle est conduite par Hans Kettner, qui est un étudiant au doctorat de l'Imperial College à London. Et à McGill, c'est le docteur Kyle Greenaway, qui est un résident senior en psychiatrie, qui va gérer la partie de l'étude qui va être réalisée à McGill. Et en fait, cette étude, elle vise à créer des hallucinations contrôlées chez les patients. Donc, ils vont être guidés par quelqu'un qui va vraiment être avec eux, qui va également participer au dosage, parce que c'est quelque chose qui est très important avec l'utilisation des hallucinogènes en général, mais là, dans notre cas, de la psilocybine. Et donc, ces personnes-là, c'est spécifiquement des personnes qui ont un diagnostic de maladie qui menace leur vie, qui vont pouvoir participer. Et ils vont réaliser des questionnaires, en fait, sur leur état de santé, à la fois physique et mental, précédant le traitement et la séance d'hallucination, et jusqu'à 6 mois après ce traitement, pour essayer de voir, en fait, qu'est-ce que ça fait exactement sur le niveau d'anxiété, sur les propriétés physiologiques, finalement, du corps de ces personnes-là. Et tout ça dans le but, vraiment, d'essayer d'amener la psilocybine à un niveau supérieur pour qu'on puisse continuer à faire des essais cliniques sur cette molécule-là et pousser la recherche pour peut-être permettre un jour de la légaliser comme la marijuana. On ne sait jamais. Wow! Merci, hein, c'était vraiment gonflé à bloc comme chronique. Je me demandais justement, t'as l'air tellement emballé, est-ce que tu aimerais faire partie d'un essai clinique? Je sais que t'organises un gros événement demain assez stressant. Est-ce que tu aimerais ça, une petite microdose de psilocybine? De psilocybine, exactement. Écoute, franchement, si les propriétés sont un jour avérées pour le traitement du stress, comme ce stress dû à cet événement de demain, je dirais pas non, je vous l'avoue, parce que je suis un peu montée sur ressort ce soir, là. D'accord, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui l'adopteraient si ça devenait légal. Des psychostimulants ou psilocybinalisants, je sais pas comment... Quelque chose comme ça, effectivement. Ouais, c'est bon, je sais pas si on avait des questions encore pour Julie. Ouais, j'en aurais peut-être une. Est-ce que tu sais pourquoi ils cibleraient seulement les personnes en fin de vie et pourquoi pas justement les jeunes, justement? Des récentes études ont été faites, en tout cas en 2021, suite justement à la pandémie qu'on a vécue, qui disent que un jeune sur 2, en tout cas, souffre en tout cas d'anxiété vraiment chronique et quotidienne. Est-ce que, pourquoi pas, ce serait des patients assez intéressants Moi, je pense que c'est sûr que ce serait des patients intéressants, mais là, le pourquoi ils ont choisi vraiment des patients en fin de vie, c'est un peu tout le temps ce schéma-là qui se passe quand on veut rendre légal un composé ou une drogue qui est illégale. C'est qu'on commence par des personnes, malheureusement, chez qui on sait que s'il y a des mauvais effets, ça va pas vraiment entraîner de choses trop importantes pour eux, puisque de toute façon, ils sont déjà dans une fin de vie. Puis là, c'est sûr que c'est aussi des personnes qui ont un niveau d'anxiété, je pense, vraiment très élevé de par leur situation. Donc c'est peut-être plus facile d'observer une baisse de ce niveau d'anxiété-là chez des personnes qui ressentent ces sentiments-là de façon chronique, finalement. Est-ce que ça passe pas mieux aussi d'un point de vue moral auprès des autres personnes de dire on fait des tests de drogue sur des jeunes, je sais pas si ça passe tout de suite là. Alors que tu dis c'est des personnes en fin de vie, ils ont rien à perdre, là, on s'entend. Là. Enfin, c'est peut-être cette réflexion-là aussi, je me posais la question. Oui, exactement. Puis je pense que ça a aussi rapport peut-être avec la dose, parce qu'en général, quand on est jeune, on a un peu tendance à moins bien doser de manière générale, que ce soit pour la psilocybine ou pour plein d'autres choses. Donc je pense aussi que ça doit faire partie des raisons qui font qu'ils préfèrent commencer sur des personnes qui sont donc en fin de vie, finalement. Julie, merci pour ta chronique. On passe maintenant à une petite pause et on vous revient.
Donc, de retour à ce 12e épisode de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Brain, on enchaîne maintenant avec l'entrevue de Carla Marie Djurkovic avec, comme intervieweur, Charlie Betting. C'est à vous la parole. Oui, merci pour la transition. Donc, comme tu l'as dit, on reçoit Carla Marie, coordonnatrice à Parle en Sciences, puis je vais faire du spoil, mais étudiante au doctorat Oui, en biologie exactement. cellulaire. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs, puis parler de ton parcours aussi, parce qu'il est intéressant. Oui, exactement. Et moi, donc, comme vous l'avez dit, je suis Carla Marie Djurkovic, j'ai 23 ans et je viens tout juste de déposer ma mémoire, ma maîtrise, simplement, mon mémoire, et je commence tout doucement donc mon doctorat de biologie cellulaire dans le laboratoire du professeur François-Michel Boisvert, un laboratoire de protéomique. As-tu hâte? J'ai hâte, oui. Je pense qu'on a tous Parce que c'est ça. Parce qu'il n'y a personne qui donnera une réponse Tu lui poseras la question dans 2 Oui, ans, c'est on ça. verra ce qu'elle dira. Exactement. As-tu toujours hâte? Oui, on va se lancer dans cette grande aventure. On sait quand est-ce qu'elle commence, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle se termine. Je pense qu'on Très peut bien tous, résumé. c'est ça. On peut tous se confronter à ça. Ok, donc ton projet de recherche, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Mon projet de recherche, déjà, je peux peut-être commencer par vous dire que mon projet, c'est un projet de recherche qu'on dit fondamental. Il faut savoir qu'en recherche scientifique, il y a comme 2 grands types de recherche. La recherche donc fondamentale et clinique. Tous les 2 sont assez différents parce que la recherche clinique est tout simplement basée sur des patients. C'est de la recherche déjà beaucoup plus avancée, on peut dire concret peut-être aussi là, et plus appliqué. C'est des protocoles qui sont vraiment réfléchis et actés et qui généralement ne changent pas, contrairement à la recherche fondamentale qui est, on va dire, plus exploratoire. Où en fait, on se pose énormément de questions, on a des hypothèses de recherche et on travaille à y répondre comme on peut en faisant différentes expériences, mais on peut rencontrer souvent des problèmes et on doit tout simplement changer notre hypothèse et notre axe de direction. Donc en gros, mon projet est vraiment fondamental, donc généralement moins connu, c'est sûr. En tout cas, pour le grand public, c'est plus facile généralement de comprendre les projets de recherche qui sont dits cliniques. Mais c'est ça, mon projet, c'est un projet fondamental. Et en gros, moi, j'étudie donc l'ADN. Donc pour commencer un peu par le commencement, on est composé de millions de milliards de cellules qui ont chacune donc un noyau et notre matériel génétique, donc l'ADN. Et une cellule, c'est comme nous, ça vit, ça meurt et ça se multiplie. Et en tout cas, la multiplication d'une cellule, d'une cellule mère pour donner 2 cellules filles, elle doit donc multiplier et photocopier son ADN de manière totalement idotique. Et cette multiplication, ça s'appelle la réplication de l'ADN. Et moi, c'est exactement ce que j'étudie, en tout cas en profondeur, ou du moins le processus. Ce processus s'effectue avec environ une 50aine de protéines différentes. Donc les protéines qui sont tout simplement les outils et le rouage et les vis qui permettent de faire fonctionner la cellule. Et cette 50aine de protéines, elles s'assemblent, elles se désassemblent. Il y en a qui arrivent, il y en a qui s'en vont, il y en a qui font certaines actions. Et c'est ça, en gros, mon projet. C'est de les étudier, d'étudier qu'est-ce qui se passe exactement sur la fourche de réplication, donc au moment de la photocopie, en conditions normales et surtout en conditions de dommage, lorsque j'utilise une drogue. Notamment donc l'hydroxyurée. L'hydroxyurée qui est un chimiothérapeutique qu'on utilise pour le traitement, en tout cas, de certains cancers de la tête avec de la radiothérapie. Et donc l'hydroxyurée est capable de bloquer justement cette photocopie. Elle induit donc un stress et donc quelque chose qui dérange la cellule. Et donc justement la cellule, pour répondre à ce stress, va, c'est ce qu'on suppose, en tout cas bien sûr, moduler toutes les interactions de ces protéines et en faire recruter des nouvelles, etc. Et mon but, c'est de les identifier, de les trouver. Parfait, et merci beaucoup. Tu sais, je t'avais fait la joke en pré-entrevue, là, que j'étais allé me renseigner sur toi, puis j'avais vu ton titre à l'ACFAS, puis genre, j'ai rien compris. Puis là, c'est... Avec les termes techniques, j'avais rien compris. Puis là, c'est full clair et full précis. Ça fait plaisir. Donc, on est vraiment content, en fait, de te recevoir, parce qu'on reçoit pas souvent des gens qui travaillent en sciences fondamentales. Au final, la plupart du temps, qui travaillent en santé, c'est vraiment des gens qui travaillent en clinique ou avec des essais cliniques. Donc, tu sais, on est vraiment content que tu viennes nous parler de ce côté-là qui est moins connu, comme tu le dis. Là, moi aussi. Qui est peut-être plus difficile à faire sortir de derrière les laboratoires. Est-ce que tu travailles seul là-dedans? Est-ce que tu es dans un projet avec qui tu es impliqué, etc.? En soi,
j'aime pas trop dire ça, mais en soi, oui, je suis seule en tout cas sur mon projet, mais c'est pas vrai parce que voilà, bien sûr, il y a toute une équipe avec moi. Je travaille en laboratoire en collaboration avec tous mes collègues, etc., qui m'aident énormément et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs pour m'aider à me réaxer et à adapter mon hypothèse et à savoir quelle bonne expérience faire pour faire avancer le projet. Mais au-delà de ça, oui, mon projet me permet en tout cas de collaborer énormément aussi avec d'autres laboratoires, comme je peux vous citer par exemple un laboratoire à Toronto, à l'hôpital de Sick Kids, qui en fait, c'est un étudiant en doctorat qui étudie la maladie de Huntington, qui est une maladie dégénératrice en fait, oui, c'est ça, c'est une maladie héréditaire qui, bien sûr, plus tu vieillis, plus tu risques d'avoir, en tout cas, l'apparition des modifications dans ton génome qui font que la maladie risque encore plus se multiplier. Et ils suspectent, en tout cas, plusieurs de mes protéines que j'étudie justement assez en détail. Et donc, ils m'ont contacté justement pour que je partage avec eux mes analyses et que j'en fasse d'autres pour eux, etc. Et normalement, la soumission du papier devrait arriver tout bientôt. Mais... Yes, on te le souhaite. C'est ça, on attend, c'est ça. Tu as fait un bon résumé. C'est même si on travaille seul sur les recherches, on n'est jamais seul. Puis il y a toujours quelqu'un autour de nous. Oh, il faut. Oui, il faut. Il ne faut pas rester seul, au contraire. Il faut partager, il faut communiquer. C'est comme ça qu'on évolue et puis qu'on arrive à avancer. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'on est là, de toute façon. Oui, exactement. Exactement. Continue à nous écouter. Du coup, qu'est-ce qui te fait le plus triper dans ta recherche? Qu'est-ce que t'aimes? Ah, ça c'est une sacrée question. C'est une question piège en général. Ouais, en tout cas, je peux en répondre en deux parties. En tout cas, déjà, je suis venue ici et donc en 2019, j'ai quitté la France et ma famille, tout ça, vraiment pour les études, parce que en tout cas, l'université de Sherbrooke proposait un cursus qui m'intéressait vraiment beaucoup, la maîtrise type recherche, qui me permet donc d'avoir un diplôme à la fin, qui est reconnu en France, etc., d'avoir des cours de maîtrise, mais surtout d'avoir mon propre projet, et de pouvoir travailler, d'avoir comme un pied déjà dans le monde professionnel, de savoir ce qu'est la vie d'un chercheur, tout simplement. Et donc, c'est vraiment ce côté-là qui me faisait vraiment triper, là, vraiment de pouvoir être actrice vraiment moi-même de ma vie professionnelle, tout simplement, vraiment travailler et faire avancer mes recherches. Et donc sinon, ouais, voilà, c'est sensiblement ça en tout cas. Ce qui me fait triper aussi, c'est le fait que mes journées sont toujours différentes. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est toujours différent. C'est constamment de la remise en question et de la recherche et tout ça pour avancer au-delà du fait que on doit aussi... on doit... Et si on le veut bien sûr, s'impliquer aussi énormément. On a énormément d'opportunités, en tout cas à l'université de Sherbrooke, comme vous, là, par exemple, qui m'offrez l'opportunité de parler avec vous. Je vais le redire, c'est pour ça qu'on est là. Autopromo. Donc, oui, c'est ça, en tout cas. Je pense que c'est inspirant, là. Puis pour la suite, qu'est-ce que tu fais ensuite? Oh là là. Ou tes projets, parce que c'est dans longtemps, on s'entend, là. Dans longtemps. Je te le souhaite pas. Mais... J'ai des questions pièges. On va se projeter à quelques années après le doc. Qu'est-ce que tu envisages? Ah, après le doc, oui, effectivement, c'est un peu compliqué. Hein, mais on va déjà commencer par le doctorat. Mais en tout cas, comme ça, je n'ai connu, en tout cas, même par rapport à mes stages pendant mon cursus antérieur, je n'ai connu que l'université et l'académique. Et donc, j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça donne dans le privé, en tout cas, voir à quel point la recherche dans le privé, c'est différent, les avantages. En tout cas, j'en entends parler, comme quoi ce serait intéressant, en tout cas, d'essayer. Et au-delà de ça, j'aimerais beaucoup voyager aussi. Donc, je vais me renseigner un peu sur où est-ce que je pourrais aller, en tout cas. T'as une idée, un pays où tu cibles pas d'endroit particulier? Ah non, pas vraiment. Peut-être l'Australie ou... ça, c'est beau aussi. Littéralement l'autre bout du monde. L'autre bout du monde, exactement. On n'a pas froid aux yeux. Il y a exactement 11h30 de décalage avec la province qui est à peu près au milieu de l'Australie. C'est littéralement l'autre bout du monde. C'est l'opposé du monde. À voir. Après, c'est vrai que dans notre domaine, en tout cas, on est assez limité en quelque sorte parce qu'il faut aller là où il y a les financements, la recherche et le domaine, etc. Même si je ne suis pas contre aussi de me lancer dans un domaine totalement différent, scientifiquement parlant en tout cas. Là, pour l'instant, je suis vraiment dans la protéomique, mais pourquoi pas essayer aussi autre chose ou quoi. On verra, je ferme les portes à rien du tout. On te souhaite de t'épanouir là-dedans, de trouver ta voie
peu importe où sur le globe. Oh, merci. Puis la dernière question qu'on aime bien, nous, ici, est-ce que tu considères la vulgarisation scientifique comme importante? Puis c'est quoi la place qu'elle devrait avoir dans notre société? La vulgarisation, pour moi, c'est vraiment c'est primordial. C'est essentiel pour moi, surtout après ce que je viens un peu de vous expliquer, dans mon cas, la recherche fondamentale qui est assez peu connue finalement, parce que assez compliqué en tout cas à traduire, et pourtant la recherche fondamentale, c'est le début de la recherche clinique. Sans la recherche fondamentale, il n'y a pas le clinique, il n'y a pas, ou tout simplement les livres de biologie cellulaire qui s'auto-renouvellent et tout ça pour les cours, etc. On fait avancer la science, et c'est important, je pense, de le partager aux gens qui ont tout simplement le droit de savoir et de connaître. C'est vrai qu'on a eu avec la pandémie énormément de mauvaises informations et tout ça. Encore aujourd'hui, ça n'a pas tant évolué. Et non, c'est vrai, et pourtant c'est très important, tout simplement juste le vaccin, quoi. Juste faire comprendre aux gens que le vaccin n'empêche pas d'attraper la maladie, par exemple. Voilà, c'est bête, mais juste rappeler tout simplement les concepts du vaccin, etc. Non, pour moi, ça reste très important, et c'est justement, j'y travaille aussi un peu quotidiennement, justement, avec mon travail de coordonnatrice chez Parlons Sciences. Donc voilà, ça fait 2 ans que je suis bénévole pour eux. Donc voilà, Parlons Sciences, qui est donc une association canadienne qui a différents sites, en fait, dans différentes universités dans tout le Canada. Moi, notamment, je travaille donc pour le site de Parlons Sciences à Sherbrooke, avec 2 de mes collègues, que je salue s'ils nous écoutent. Possible. Et donc, ensemble, en fait, on travaille tout simplement en collaboration avec les enseignants, notamment de tout Sherbrooke, qui nous contactent pour qu'on puisse faire des activités chez eux. Donc en fait, notre but, c'est tout simplement d'expliquer et d'inculquer des phénomènes scientifiques assez compliqués de manière ludique, simple et marrante, avec des activités manuelles, des vidéos, etc. Donc avant la pandémie, on était capable donc d'aller en classe et donc de vraiment interagir avec les jeunes et de voir leurs yeux en train de s'illuminer parce qu'ils comprennent les choses et ils sont comme waouh. Et c'est ça notre but, tout simplement, c'est aussi de les sensibiliser et puis de les faire peut-être, de faire naître peut-être une passion pour la science. Faut commencer jeune, faut travailler déjà de bonne heure. Ça fait un petit recrutement comme ça, là, tout doucement. Mais c'est ça, on fait sensiblement ça en tout cas, et on essaie d'en faire un maximum, en tout cas, des journées thématiques comme voilà, des activités, des symposiums en ligne. On essaye de s'adapter en tout cas avec la situation et on essaie d'être toujours là en tout cas. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram et Facebook. C'était le moment promotion. Est-ce que vous avez des événements qui s'en viennent là, dans pas long? Des gros événements, non, on en a fait un il n'y a pas longtemps. Parlons Sciences du sport. Donc en fait, voilà, on offrait une activité qui durait à peu près 1h30 où on avait des conférenciers, ouais, c'est ça, des professionnels de France en tout cas qui étaient spécialisés vraiment dans leur domaine musculaire et puis la dynamique et tout ça. Enfin, ils sont intervenus, ils ont fait leur petite présentation. Les jeunes ont pu du coup échanger avec eux. On avait notamment des jeunes qui sont en tout cas dans un cursus sport, vraiment. Donc c'était vraiment plus que bénéfique pour eux, quoi. Ils ont vraiment adoré, il y a eu énormément d'interactions et ça a suivi avec une petite activité de réflexe, d'action-réaction et tout ça. Voilà, c'est ce qu'on a fait dernièrement, mais il y en a plein d'autres qui vont s'en venir, donc restez connectés. On vous souhaite une longue vie puis une bonne continuité pour la suite. Merci beaucoup. Écoute, merci d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. C'était full intéressant, tu avais beaucoup de choses à dire, puis j'espère que ça sera inspirant pour les gens qui nous écoutent. Ah, mais j'espère, merci beaucoup. Puis on espère te encore. revoir à notre Bistro Brain. Ah, c'est sûr. Donc merci beaucoup pour l'entrevue, Charlie et Carla-Marie. C'était vraiment inspirant. Ça me faisait un petit peu un rappel du parcours de Julie, en fait, qui a commencé un peu à s'intéresser à la science, justement avec des ateliers un peu de la même sorte. Est-ce que je me trompe, Julie? Tu te trompes absolument pas, j'ai failli le dire tout à l'heure. J'étais genre, je veux pas être cliché, mais moi, c'est un peu pour ça que je fais un doc en biologie cellulaire aujourd'hui. C'est parce que quand j'étais petite, j'ai fait des ateliers sur des maladies génétiques, puis là, j'étais genre, c'est vraiment trop bien. Donc oui, c'est tout à fait ça. C'est pas mal pour ça que j'ai continué en biologie après tu es une preuve que c'est très utile. Exactement. Ouais. Mais c'est excellent ce que tu racontes, parce que moi-même, quand je fais les activités, j'aimerais être à la place des jeunes. Bon, bien, merci à tous et toutes d'avoir été parvenus pour ce 12e épisode de La Tête à Papineau. Julie, Charlie et Carla-Marie.
Je suis arrivé cette fois-ci. On vous invite naturellement à nos prochains événements d'ici le prochain épisode, l'épisode 13. Donc, il y en a plusieurs qui va sortir en février. Le 11, le 19 janvier, le 6 à 8, on a commencé à faire des 6 à 8, oui, à Montréal pour donner une chance à les gens qui utilisent les réseaux de transport montréalais de se rendre à bon port à bonne heure. Donc, l'événement, cette fois-ci, va s'intituler New Year, New Me, donc une thématique santé et habitudes de vie. Le 26 janvier, on a notre 3e formation de l'année, vulgarisation scientifique et communication au grand public, qui va avoir lieu à Sherbrooke et qui va aussi être diffusée en ligne. Donc, c'est nous-mêmes qui la donne cette fois-ci. Et finalement, le 9 février, 5 à 7, sexualité à Sherbrooke. Encore une fois au Bac et Bière, donc on vous invite. Et vous pouvez retrouver tous les événements, les informations sur notre page Facebook. Vous abonner à notre infolettre, nous suivre sur Twitter, Instagram. N'oubliez pas notre page YouTube. Et chaîne YouTube, exactement. Toutes nos présentations sont maintenant enregistrées et diffusées gratuitement. Les podcasts aussi. Les podcasts également. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que tu as fait un très bon tour, un très bon résumé. Parfait. Donc, bref, suivez-nous, on est vraiment cool, puis on est vraiment content de pouvoir avoir maintenant une moyenne de 25 écoutes par épisode, donc on lâche pas, puis on vous encourage encore une fois à partager le mot, inviter quelqu'un que vous connaissez, un féru de podcast, à nous suivre sur toutes les plateformes. On se dit à la prochaine. Merci, bonsoir. Et on vous souhaite de bonnes fêtes, puisqu'on est déjà en décembre. Joyeuses fêtes tout le monde. Joyeuses fêtes.